Salut à tous, bienvenue, rebonjour sur le podcast de l'Atelier du coureur. Vous avez donc Jean-Cyril qui est face à nous, qui est un coureur émérite, et puis moi-même qui suis un kiné passionné de course à pied, également coureur, mais sûrement moins bon que ce que peut faire Jean-Cyril. En tout cas, les chronos parlent pour eux-mêmes, donc Jean-Cyril, meilleur coureur que moi, très certainement. Ça va Jean-Cyril, tu as passé une bonne semaine? Pleine forme, ouais, pleine forme. Et pour pas enchaîner, mais pour introduire vaguement, je me régale en faisant de la course sur tapis en ce moment. Eh ben écoute, il en faut pour tous les goûts. C'est bien dommage parce qu'en plus aujourd'hui il fait un petit peu beau. Là, on voit qu'il y a un peu de lumière là qui arrive sur le côté. Bon, bah écoute, profites-en quand même. Le soleil est là dans les locaux de l'INK. Mais je crois que le thème d'aujourd'hui, on voulait parler de la foulée idéale, si une foulée idéale existe. C'est ce qu'on avait dit, hein, on s'est mis un petit programme, on a révisé un peu nos fiches, tout ça avant de venir. Ouais. Et donc oui, aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez important dans les discussions qu'on a dans la course à pied depuis longtemps, celui de la foulée. Même c'est une discussion qu'on a régulièrement. On entend beaucoup de gens qui te disent, bah toi t'as une belle foulée, toi t'as une foulée bizarre, toi tu penches à droite, toi tu penches à gauche, toi t'as les bras qui font ci, toi t'as une foulée légère, et au final quand tu arrives sur une course, tu vois toutes les foulées qui arrivent dans tous les sens, et c'est pas forcément la belle foulée qui gagne, quoi. On va revenir un peu, tu me fais penser à reparler des foulées de certains ou certaines coureurs africains, africaines. Euh, c'est un vrai débat hein, qui a eu pendant des années. Alors c'est peut-être un peu moins à la mode, je trouve là depuis quelques années. Mais quand on a un peu de recul sur la course à pied, quand on regarde outre-Atlantique, hein, où le running c'est un sport qui est très très développé là-bas, ils ont eu un peu des bouquins qui sont sortis, des écoles pour t'apprendre à courir. Il y avait Chi Running, Pause Running, tous ces trucs-là. En France, on a eu un gars qui a lancé Light Fit Running. On a eu des bouquins qui sont sortis par un auteur qui s'appelle Frédéric Brigaud sur l'empilement articulaire dynamique, où en fait, bah, ils essaient de nous montrer qu'il y a une façon un peu parfaite et théorique, idéale de courir. Le point intéressant, c'est qu'on se rend compte que ben on a tous un peu des préférences motrices. Alors je suis pas un expert en préférences motrices, hein, certains en parlent beaucoup mieux que moi, mais comme pour faire simple, on imagine qu'on a des gens qui sont droitiers, des gens qui sont gauchers. Ben au niveau des pieds, on a des gens qui vont être plutôt attaqueurs talons, et des gens qui sont plutôt attaqueurs mi-pied. Alors on a beaucoup de paramètres hein, externes qui peuvent influencer ça. Si tu mets des chaussures qui sont un peu plus lourdes, un peu plus épaisses, un peu plus rigides, des fois juste dans une semelle d'avoir un petit soutien plantaire. C'est t'as des semelles qui sont complètement lisses, puis t'as des semelles où ça fait vraiment une bosse au niveau de ton arche interne. Et cette petite bosse, a priori, bah, elle aurait un effet sur ton attaque du pied. Elle favoriserait que tu attaques un peu plus talon. À l'inverse, quand t'es bah, sur des petites sandalettes, ça s'appelle des URH, hein, je crois, vraiment des trucs où c'est juste une chaussure un peu comme portent les Indiens. C'est juste une semelle en dessous, et puis t'as des petites lanières qui tiennent par dessus. Bah ça, c'est sûr que ça va te favoriser un peu plus que t'attaques sur l'avant du pied. Mais à côté de ça, on a tous un schéma moteur qu'on a développé avec les années, qu'on a renforcé avec les années. Et il y a pas de publications scientifiques vraiment qui vont nous dire si tu cours de telle façon, tu seras pas à risque de blessure. Si tu cours de telle façon, tu seras un peu plus rapide. Des petites nuances, hein. Par exemple, quelqu'un qui va courir le 100 mètres, on sait que pour sortir de la puissance, va falloir qu'il attaque beaucoup sur l'avant du pied, parce que c'est ce qui est très puissant. Sauf que c'est aussi très énergivore. Tu consommes beaucoup d'hydrates de carbone, beaucoup de glycogène. C'est des molécules qui sont assez lourdes. Si tu voulais courir au même rythme que ton 100 mètres sur l'avant du pied, sur un 10 km, je crois qu'ils avaient estimé qu'il fallait 40 ou 50 kilos de glycogène. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Soit tu cours avec la remorque, puis tu te les mets en perfusion. Soit il y a un mec qui est en vélo à côté et qui te perfuse aussi. Soit tu vas bouffer tes petites pâtes de fruits, mais alors tous les 100 mètres, faut que tu en bouffes 40 kilos. Donc c'est un petit peu compliqué. On a des limitations qui font que bah on peut pas, notre foulée va forcément évoluer au cours de la durée d'une séance.
voilà, on sait que quand on va vite, on a des chances de repasser un peu sur l'avant du pied, que quand on est plutôt lent, on a des chances d'être plutôt talon, que quand on est en montée de côte, plutôt avant-pied, quand on est en descente de côte, plutôt en attaque talon. En vrai, notre foulée, à l'intérieur de nous-mêmes, déjà, elle va changer en fonction des situations. Je dirais qu'il y a autant de foulées que de coureurs. Simplement, t'as des foulées qui vont aller titiller plutôt telle ou telle structure anatomique, et t'as d'autres foulées qui vont être plutôt stressantes pour d'autres structures anatomiques, justement. Mais voilà, il y a pas une bonne foulée. Après, je dirais ce qui est génial chez un coureur, c'est quand il a un petit peu cette capacité de pouvoir évoluer naturellement d'une foulée à une autre, en fonction de la situation. Light Fit Running, il faisait quoi? Light Fit Running, en fait, il disait que c'est un triathlète, un français, qui s'est dit, je vais faire une méthode un peu de running. Il a observé beaucoup de très bons coureurs et il s'est dit, on va faire essayer de courir un peu tout le monde comme ça. Dans les grandes lignes, par exemple, alors en tout cas, son discours a peut-être évolué. Hein, je suis allé le voir il y a quelques années déjà, et puis j'avoue que je suis pas resté très très proche de tout ce qu'il faisait entre temps. Donc peut-être qu'il a évolué, mais c'est vrai qu'à une époque, il disait, faut vraiment attaquer sur l'avant du pied. Donc il essayait de faire des exercices, hein, c'est vraiment tes orteils qui touchent en premier, et puis éventuellement ton talon il vient toucher, ça c'est l'attaque mi-pied, ou alors tu restes complètement tout le temps sur la pointe du pied, ça c'est ce qu'on appelle l'attaque avant-pied. Il disait qu'il fallait avoir une cadence à 180, on voit plus large, entre 170 et 190 pas par minute, ça s'adapte fonction de chacun. Ça, je suis plutôt ok hein, là-dessus sur l'histoire de la cadence. Puis après, il fallait On qu'il y ait un l'entend mouvement. toujours la cadence, ouais. Bon, c'est toujours dans l'air, hein, un Ouais, petit peu. ça, la cadence, je pense que c'est le seul truc qu'on peut vraiment garder dans notre façon de courir. C'est de travailler notre cadence. Au Kenya, par exemple, les seuls trucs qu'ils leur apprennent dans les écoles de running, c'est vraiment travailler la cadence et puis un mouvement des bras bien le long du corps avec un bon axe. Mais en dehors de ça, il chacun il va comme il veut parce que du coup bah on a nos spécificités techniques intrinsèques et puis on doit se débrouiller un peu avec ça. Donc ce qu'il fait c'était sûrement bien et ça devait coller peut-être pour certaines personnes, mais d'autres personnes ça collait pas forcément tant que ça. Et puis quand t'as un mouvement qui est un petit peu trop forcé, stéréotypé, on se rend compte que les gens bah, surcompensent un peu à côté, ont des fois un petit peu de mal à faire. Et c'est vrai que sur la séquence d'initiation que j'avais faite là-bas, les gens en fait ils avaient tendance pour travailler un petit peu ces trucs-là, ils avaient tendance beaucoup à surverrouiller leur bassin très en antéversion, je trouve. Et ça c'est pas forcément un truc qu'on recherche chez les coureurs parce que un bassin qui est trop basculé vers l'avant, alors c'est normal qu'on soit un petit peu basculé vers l'avant, mais quand on est trop basculé vers l'avant, finalement c'est aussi un peu une position où on va être moins efficace sur nos moyens fessiers, sur nos stabilisateurs de hanche, et du coup on peut attraper peut-être un peu plus de valgus ou des bascules contralatérales du bassin. C'est des trucs qu'on peut retrouver dans des bandelettes iliotibiales ou des syndromes fémoro-patellaires. Alors, je précise tout de suite, la cause de ces pathologies-là ne vient pas du valgus. Par contre, quand on a ces pathologies-là, très souvent, on a un valgus qui peut augmenter. Voilà, l'histoire de la poule de l'œuf qui arrive en premier. Donc, on a longtemps dit en kiné, attention, si t'as un valgus, tu vas faire un syndrome fémoro-patellaire. Puis en fait, on a eu beaucoup de travaux d'un gars qui s'appelle Christian Barton, qui est un chercheur australien, Michael Ratleff, qui est un mec qui nous vient des pays nordiques, et puis une revue qui est de littérature qui est sortie en 2020. Quelqu'un qui s'appelle Choi, je crois, il me semble, à revoir, mais enfin je l'ai lu ce matin et le nom m'est ressorti de la tête, mais qui avait refait une revue de littérature en disant finalement ton valgus dynamique c'est pas précurseur de la blessure. Par contre, quand tu as une blessure au genou, entre autres un syndrome fémoro-patellaire, techniquement tu peux inhiber un peu ton cerveau qui va aller inhiber un peu les muscles, et du coup là à ce moment-là tu attrapes un peu de valgus dynamique. Pour teaser un petit peu un message qu'on va passer bientôt, je vais intervenir là au salon Rééduca. On va faire un truc sur l'analyse de foulée. L'un des messages clés de cette présentation, c'est de dire la façon dont tu cours n'est pas à risque de te blesser. Par contre, quand t'es blessé, tu peux largement modifier la façon dont tu cours. Et la façon dont tu cours, une fois que t'es blessé, peut éventuellement
soulager tes blessures, ça peut être une façon de moduler tes symptômes. Donc voilà, on essaie de savoir toujours un peu chez nous, chez les coureurs, savoir ce qui arrive en premier entre la poule et l'œuf. Est-ce que finalement on a un défaut et que ça cause une blessure, ou est-ce qu'on a une blessure et qui peut causer ce défaut? Et fonction du moment où nous on intervient sur le coureur, bah on sait pas forcément avant ce qui se passe, ou donc faut deviner un petit peu. Bon, ce sera l'objet d'une autre discussion. Non, mais Je c'est n'étais vachement pas intéressant. parti complètement sur ça. C'est vachement intéressant. Et nous, on nous dit souvent qu'il nous faut des pieds forts. Et on les fait un peu dans les éducatifs. Donc, on fait un peu des exercices qui font bosser le pied. Qu'est-ce que toi, t'en dis en tant que Ouais, kiné? ouais. Alors moi, je suis très très pour ce truc-là, pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, un pied fort, quoi qu'il arrive, quelle que soit ton attaque, c'est Ça veut dire quoi? toujours Ça veut dire quoi un pied fort? un pied fort. Bah, c'est qu'en fait, on a plein de sous ton pied là qui est comme ça, qui fait petite arche. T'as plein de petits muscles qui sont en dessous, qui sont des muscles dits intrinsèques, donc sont spécifiques au pied. Comme on a tout un tas de petits muscles dans la paume de la main. Et ces muscles-là, malheureusement, à cause de nos chaussures qui sont un petit peu surprotectrices, ces muscles-là, on a tendance à les oublier, à pas les faire fonctionner. Alors déjà, quand en normal, même quelqu'un qui marche pieds nus, autant ces muscles de la main, il sait les faire bosser, autant les muscles du pied, c'est un truc où très souvent c'est une découverte quand on essaie de faire bouger les orteils à nos patients. C'est des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc faut réveiller un petit peu ces muscles-là, parce que ces muscles-là, ils contribuent à l'équilibre. Il contribue à notre dynamisme. Quand à un moment on a le pied, puis qu'on a le pied qui est en déroulé au sol, et qu'on doit restituer de l'énergie pour avancer, les muscles intrinsèques du pied, c'est des muscles qui vont travailler beaucoup, et c'est des muscles qui vont devoir être très efficaces. Donc pour ça, faut qu'ils soient forts, et pour ça, faut qu'ils soient rapides, alertes, aptes à se contracter ce qu'il faut au moment où on en a besoin. Et tout ça, c'est un vrai travail. Alors techniquement, on n'est pas nombreux à les travailler. Alors dans les clubs d'athlètes, c'est très bien qu'ils commencent à s'y mettre, parce que pour moi, c'est un indispensable. Quelqu'un qui veut sprinter, qui va être en attaque sur 100 mètres, sur l'avant du pied, il a besoin d'avoir ce pied fort. Et s'il l'a pas, forcément, il va se priver d'une partie de sa puissance. Et chez nous, par exemple, kiné, quand on a un patient qui a une aponevrosite plantaire, ou une tendinopathie d'Achille, ou pourquoi pas un syndrome fémoro-patellaire, travailler ces muscles intrinsèques du pied, c'est une étape, ça fait partie de notre prise en charge. C'est peut-être pas notre seule prise en charge, mais en tout cas, c'est une étape importante de cette prise en charge. Et alors, je ne critique pas mes consoeurs et confrères, Mais mais voilà, c'est un constat qu'on a quand j'interviens sur des formations, que ce soit en présentiel ou quand on a des visios, ou que j'interviens en école de kiné. Il y a toujours ce moment où on dit, ok, il a une aponevrosite plantaire. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer comme exercice pour le pied? Et là, souvent, ça rame un petit peu. Alors, de temps en temps, on va me dire, tu mets une chaussette au sol, puis tu griffes ta chaussette et tu la fais avancer. Alors, ok, c'est bien. On va dire que pour moi, c'est un réveil, une prise de conscience de ces muscles-là. Mais, mais c'est un peu insuffisant quand t'as un basketteur qui va faire des rebonds, ou un volleyeur, quand t'as un sprinter qui va utiliser ces muscles-là à fond. C'est pas juste griffer la petite chaussette qui va suffire, ou qui va être en rapport. Ça, on pourra refaire un podcast entier dessus, mais on a ce défaut de pas faire assez travailler certains patients dans la situation, et donc faut qu'on se crée un catalogue d'exercices qui soit suffisamment péchu. Alors, à la limite, pourquoi pas, quand on fait de l'athlé, se mettre pieds nus et aller bosser sur le terrain de foot qui est au milieu, sur le petite zone d'herbe qui est au milieu. Du coup, on va aller chercher un peu plus la prise sur l'avant du pied. On va faire quelques sprints un peu comme ça. C'est une stratégie. Mettre des chaussures un peu minimalistes au quotidien. Alors, je dis pas forcément courir avec, mais être au quotidien un peu debout, de marcher avec des chaussures minimalistes, c'est une autre stratégie. Ça prend un temps d'adaptation, mais ça fonctionne. Se créer un catalogue d'exercices, ça fonctionne. Marcher pieds nus à la maison, ça fonctionne très très bien aussi. Et c'est des petites choses qu'il faut qu'on travaille. Et effectivement, avoir un pied fort, ça contribue à une foulée qui peut être efficace. En tout cas, si on veut aller sur une foulée mi-pied avant-pied, faut qu'on ait des muscles du pied qui soient forts. Donc,
À un moment, faut le travailler, mais ouais, on a beaucoup de boulot et s'il y a des étudiants kinés qui nous écoutent, qui nous regardent, ou même des kinés diplômés, je veux dire, faites-vous des petits catalogues fonction par fonction, pathologie par pathologie, muscle par muscle, petit catalogue, 4-5 exercices en progression où vraiment on a de l'efficacité, on a de la charge. Il faut mettre beaucoup de charge dedans, quoi. Si on sollicite pas un muscle, si tu le fais travailler, j'ai envie de dire, si tu prends le biceps d'Arnold Schwarzenegger et puis que tu lui mets un petit stylo comme ça et que tu lui fais faire du biceps, bah tu vas rien faire. Et voilà, un pied, bah si tu lui fais juste de l'attrape-chaussette, clairement, encore une fois, on sera insuffisant, quoi. Pour toi, le travail du pied, c'est là tu parles de blessure, mais ça Ouais. se fait en préventif. En préventif, c'est dans le renforcement, c'est dans les gammes avant une séance intense. Ouais, alors est-ce qu'on est vraiment très préventif? Est-ce que si on le fait, on est sûr de pas avoir de blessure? Non, parce qu'il y a une équation qui est très très longue avec beaucoup d'autres variables. Par contre, ouais, de le faire, pour moi, c'est un truc qu'on doit mettre dans nos gammes, qu'on doit mettre dans nos entraînements dans la semaine, qu'on doit mettre dans un travail qu'on ferait même en dehors des séances de running. Pourquoi pas? Bah, tu cours lundi, ok, mardi, à la limite, tu vas pas courir, mais tu fais des exercices chez toi, peut-être un peu de gainage, des exercices de pied, des exercices de hanches. Le mercredi, tu recours courir, et ainsi de suite. Il faut qu'on se rajoute un petit peu des exercices, du renfort et travailler les pieds. Ouais, ça, tout le monde se dit, je vais courir, je vais travailler un quadriceps, je vais travailler des ischios, mais ils vont pas aller travailler un moyen fessier, ils vont pas aller travailler les intrinsèques du pied. Donc ouais, faut les bosser. Pas Moi, le choix. moi, les pieds nus, moi, je les vois, je le fais jamais, mais je les vois après séance de fractionné, effectivement, sur le terrain de foot, et des gars pieds nus qui font des tours, je sais pas ce qu'ils font, mais et donc pourquoi ils le font après la séance plutôt qu'avant? Alors ça, Je sais ça pas ce qu'ils c'est font. bah, déjà parce que le coach l'a décidé comme ça, il a sa stratégie. Après, la bonne question, c'est est-ce que on va courir et on les sollicite fort pendant qu'on court, en faisant des fractionnés, des tours de piste, et ensuite on fait le renfort, ou on fait le renfort et ensuite on va courir. Savoir en fait où est-ce qu'on veut mettre la fatigue. Je pense que quand on va courir avant, on a généré un petit peu de fatigue, un petit peu de stress dessus, et puis du coup on fait le renfort après. Est-ce que c'est mieux que de dire on fait le renfort, on génère de la fatigue et ensuite on va courir sur un truc qui est très demandeur sur ce muscle-là? J'ai pas, j'ai pas un avis qui est très tranché, mais c'est vrai qu'à la limite les travailler peut-être après la séance de fractionner, pourquoi pas. En dehors des séances d'entraînement, pourquoi pas. En tout cas, faut les bosser. On Faut en les voit plus. bosser parce que quand on va être sur le fractionné, clairement on en a besoin. On en voit plus. À un moment, on en voyait des gars pieds nus sur les courses ou avec des chaussures, qu'on s'appelle les barefoot ou des trucs comme ça. On en Ouais. voit plus. Il y Des a trucs. eu, il y a eu une vraie mode qui était fin des années 2000, début des années 2010. On a eu plusieurs publications qui ont mené un peu les gens vers le courant minimaliste. On a eu des travaux d'un gars qui s'appelle Daniel Lieberman, qui est anthropologue à Harvard, qui a été étudier les tribus. On s'était dit le nom de tout à l'heure, les Tauruma, je sais plus quoi. Enfin, les Ah, tribus amérindiennes qui courent pieds nus. Et il a dit, bah ouais, vous voyez, ces gens-là, quand ils courent pieds nus, ils ont pas tout à fait la même distribution des charges et des vitesses à laquelle on applique les charges sur le pied. C'est associé à une autre étude d'un gars qui s'appelle Daoud, qui avait fait une publication en disant, bah ouais, moi le groupe que j'ai étudié, ceux qui attaquent talon, ils se blessent plus que ceux qui attaquent mi-pied avant-pied. Et puis du coup, bah, ils se sont dit, bah, si on se blesse moins quand on est mi-pied avant-pied et que ces tribus qui n'ont pas de chaussures sont mi-pied avant-pied, ça va être vachement mieux pour eux. Donc du coup, tout le monde s'est dit, on va mettre des chaussures minimalistes. Sauf que bah, quand on a l'habitude de porter des chaussures un peu épaisses, passer en minimaliste, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite un gros temps d'adaptation, ça nécessite beaucoup de travail, du renfort des intrinsèques du pied, entre autres. Ce que les gens ont pas fait, les gens ils ont pas envie de réfléchir trop, ils ont envie de mettre une paire de chaussures puis d'aller courir et puis pas se poser de questions. Il y a des gens qui ont fait des programmes en disant bah écoute tu vas faire 1 minute, tu cours avec ces chaussures là, puis tu t'arrêtes, tu les enlèves, tu remets les autres et puis nous on n'a jamais de problème en faisant ça.
Et je me suis dit, mais c'est pas possible, là, t'es en train de nous vendre du sable, là. Il y a un truc qui fonctionne pas du tout dans la logique. Aucun coureur qui part courir va s'arrêter en cours de route, changer de chaussures, reprendre les autres, ou rentrer chez lui, rechanger de chaussures, dire je ressors. Ça marche pas comme ça. L'autre solution, ça peut être de changer de chaussures petit à petit en se disant, on a des chaussures très rigides, très maximalistes, puis on va petit à petit vers des chaussures qui sont de plus en plus minimalistes. Ça veut dire que tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tu rachètes une nouvelle paire de chaussures. Donc ça finit par te faire un budget. Bon, ça a été une mode, ça s'est lancé un petit peu comme ça. Euh, Moi, j'avoue que tu vois au quotidien, alors pour ce que vaut mon avis, il dit j'adore les chaussures minimalistes au quotidien. Je marche avec, je suis avec tous les jours, je suis très bien. J'ai couru avec. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Les avantages, qu'effectivement, tu as un confort qui est très sympa, c'est très agréable en termes de feeling. Tu vas favoriser une prise d'appui plutôt sur l'avant du pied. Donc tu mets moins de contraintes sur ton genou, moins de contraintes sur tes hanches, moins de contraintes sur ton dos. Ça, c'est cool. Par contre, du coup, tu mets beaucoup plus de contraintes sur ton pied et sur ton tendon d'Achille. C'est-à-dire qu'on va dire à peu près, t'enlèves 15% de contraintes sur ton genou, mais tu rajoutes à peu près 30% de contraintes sur tes petits os du pied. Donc, d'un côté, c'est bien, et de l'autre, c'est quand même un petit peu moins bien. Et en pratique quotidienne, je me suis rendu compte, même qu'en étant adapté à ça, j'ai fait un marathon avec les chaussures en Vibram, là, avec les 5 orteils. J'ai fait des milliers de kilomètres avec ces chaussures-là. Et puis au final, tu te rends compte que cette ligne, cette séparation que tu as entre les blessures et toi, quand tu es en chaussures minimalistes, elle est quand même très très fine. Je la trouve un petit peu plus fine, et la moindre petite erreur d'entraînement, le moindre petit truc qui est pas contrôlé complètement, tu te mets plus facilement dans les blessures, je trouve. Hein, c'est vraiment un feeling. Et c'est des chaussures qui sont beaucoup plus exigeantes, qui nécessitent vraiment une rigueur. À la limite, quand t'as quelqu'un qui est face à toi, qui est vraiment très très carré, le profil un petit peu ingénieur, un peu psychorigide, ok, désolé pour l'image, mais c'est une réalité. Mais c'est des gens, si tu leur dis, voilà, aujourd'hui tu vas faire ça, et pas une minute de plus, et c'est comme ça et c'est pas autrement, ok, le mec il va respecter. Et puis on a des caractères qui sont quand même un peu plus latins, et on a dans les années 2010, en début, j'ai eu des dizaines, centaines de patients qui ont voulu passer en minimaliste. J'en ai peut-être que 3-4 qui ont continué à courir comme ça. Et encore, j'ai envie de dire, c'est des gens que je vois plus maintenant. Pour la plupart des autres, ils n'ont pas été assez respectueux du truc. Ils ont fini par se faire mal. Et puis du coup, c'est peut-être pas si une bonne idée que ça au final. Donc, j'ai envie de dire au quotidien, pour marcher, pour se promener, pour être au boulot, ça marche très très bien, et ça permet d'avoir un vrai renforcement au niveau des intrinsèques du pied. Par contre, après, pour aller courir, faut qu'il y ait un vrai engagement de notre patient, de notre coureur qui est en face, parce que s'il s'engage pas à fond dans cette démarche, ça risque d'être voué à l'échec. Donc, toujours garder ça un peu à l'esprit. Je suis pas du tout fermé à des chaussures minimalistes. Je suis pas du tout fermé à courir sur l'avant du pied. Ça a ses avantages. Sur des gens qui font de l'athlé, quand j'ai participé pendant un moment un petit peu à aider à coacher des gens dans des clubs en tant qu'éducateur sportif, voilà, c'est des exercices que je voulais qu'on fasse. Pour moi, ça me tient à cœur. Après, est-ce qu'on doit courir en minimaliste ou pieds nus? Peut-être pas. Et deux trucs. T'as ton patient, toi, qui court je sais plus quoi, en sandales, et on avait vu Ouais. une info sur les enfants et les minimalistes, et je me souviens plus de ce que ça disait, qu'il fallait y aller, mais je me rappelle plus trop de l'info. Ouais, pour moi, la limite, c'est un bon moment pour y passer, c'est à l'enfance, parce que alors déjà les enfants, je trouve qu'ils ont beaucoup de force. Souvent, ils ont un rapport poids-puissance qui est assez phénoménal. Tu peux accrocher des enfants à des barres, et puis ils te font des tractions, ils te font des trucs de fou. Que nous, à nos âges, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Mais ouais, ils sont plus costauds, donc c'est des âges où faut les mettre avant qu'ils s'habituent trop à avoir des chaussures un peu trop protectrices. S'il y a un âge pour passer en minimaliste, pour moi, faut le faire dès l'enfance. Après, ça devient compliqué. Quand t'as quelqu'un qui a 40, 50 ans,
la transition va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue. Et pour ton patient? Pour celui qui est déjà habitué, ouais, le fameux, notre fameux yogi espagnol qui court avec ça. Ma foi, écoute, lui de toute façon ne souhaite pas changer. Il s'est adapté à ces chaussures-là. Il adore ça avec son délicieux accent espagnol. Il court même en hiver quand il y a la neige, tout ça. Il apprécie les contacts. Et écoute, je vais pas le changer. Si C'est c'est son philosophique choix. aussi. C'est Voilà, philosophique. c'est philosophique, il est dans ce truc-là, c'est une envie qu'il a, et autant qu'il continue et qu'il continue bien, ça se passe bien. Ouais, j'avais une remarque. Quand tu regardes des marathons à la télé, t'as l'impression que les coureurs, ils sont quasi en talons-fesses tout le temps, que leurs pieds touchent leurs fesses à chaque foulée. C'est Ouais, sur les très rapides, sur les sur très les rapides. très, ouais, sur les très rapides, ça remonte. Et je trouve que quand tu regardes un milieu de peloton, fin de peloton, au 30e kilomètre, il y a plus beaucoup de talons-fesses, les pieds Rien. décollent plus beaucoup du sol. On commence à être dans le dur, très clairement, hein. On commence à s'approcher un petit peu du fameux mur. Donc là c'est très très difficile et on a des images aussi là où la foulée se dégrade beaucoup. Bon voilà. Après le talon-fesse, par exemple chez Light Fit Running, c'est un truc qui nous faisait travailler justement pour essayer de dire bah les élites courent comme ça, faut qu'on court comme ça. Et puis en fait finalement c'est peut-être pas si important que ça. En fait souvent si le talon monte jusqu'aux fesses, c'est qu'avec la vitesse t'as tellement balancé ton segment jambier vite en arrière bah, que même si tu fais rien, en fait c'est pas une action volontaire, c'est juste un retour élastique, c'est juste de l'inertie qui te l'envoie jusque là. Donc quand tu cours à 20 à l'heure, que l'inertie te l'envoie là, ok, ça arrive, c'est comme ça. Mais que tu cours à 10 à l'heure et que tu te forces volontairement à remonter ton talon au niveau de la fesse, bah là c'est plus de l'inertie, c'est une contraction volontaire du muscle, et cette contraction volontaire, c'est de l'énergie que tu prends et que tu utilises pas à autre chose. Donc, je suis assez réservé sur dire aux gens, cours en emmenant bien les talons aux fesses, sur quelqu'un qui court à une allure standard, régulière, allez, un 10, 12, 13, même 14 à l'heure sur un marathon, le talon il montera pas aux fesses et on n'a pas besoin de le forcer à aller dans cette direction. Par contre, effectivement, un élite, ça va aller spontanément là. Même quelqu'un qui sprint sur du 100 mètres, oui, ça va aller là. Mais voilà, c'est juste la jambe qui suit son chemin. Et là, on n'est pas dans du contrôle à ce niveau-là. Ouais, moi, mes talons, ils ont pas touché mes fesses depuis 40 ans, je pense. Hein, mais C'est ça. C'est sans te manquer de respect. Je pense qu'il faut vraiment, c'est des trucs qui vont se faire si t'es au-delà de 17, 18 km heure, 19 km heure. Là, spontanément, ça va le faire. Si tu te filmes en faisant un fractionné où t'en vois vraiment bien, un petit 30-30 bien corsé, tu vas avoir plus cette foulée. Il y a de fortes chances que t'aies plus cette foulée. Pour tout le reste de ce qu'on fait au quotidien, ma foi, non, laisse faire. C'est pas ce qu'on verra le plus. C'est pas en tout cas ce qu'on cherchera à observer le plus. pendant tout un temps, on parlait de supinateur et de pronateur. On en parle beaucoup moins. Tu peux expliquer ce que c'est, puis ce que c'est, pourquoi ça a disparu. Enfin, pourquoi on en parle moins? Ça n'a pas disparu, mais pourquoi on en parle moins? Ouais, je vois l'heure qui tourne toujours. On va clore avec ça aujourd'hui, Il est mais ce parti. sera l'objet. Le reste reviendra dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, pronateur, supinateur, c'est un truc qu'on a longtemps dit sur les pronateurs. On a souvent entendu si t'es pronateur, t'es plus à risque de blessure. Hein. C'est une idée encore un petit peu Alors, c'est reçue. C'est le faire pronateur. Si tu prends ton bord externe du pied, là j'ai mon pied droit, c'est que vraiment mon pied va rouler en interne. Hein, donc c'est qu'il va ouais. aller. Voilà, en fait, on pose toujours nos pieds par le bord externe et ensuite nos pieds roulent plus ou moins en interne. Quelqu'un qui est supinateur, bah, ses pieds vont rester beaucoup sur son bord externe. Quelqu'un qui est neutre, il va les mettre à plat. Quelqu'un qui est très pronateur, bah, quand il va être en phase d'appui, on va aller chercher vraiment côté gros orteil l'appui. Concrètement, dès 82, donc c'est des débats qui datent, mais où on a des réponses aussi depuis un moment. Dès 82, on a eu des publications. Il me semble que c'était un gars qui s'appelle Nig, si je me trompe pas, mais c'est à revérifier comme ça quand on est dans la discussion. Dès 82, on a eu des gens qui nous ont dit attends, là on s'arrête tout de suite. Il n'y a pas d'effet de la pronation là-dessus. Année après année, on a eu des publications. C'est des trucs, c'est des problèmes qui sont réglés.
Brad Neal, il me semble, je sais plus, c'est 2016 ou 2018, nous fait une super revue de littérature en disant, voilà, ok, si tu as de la pronation, t'augmentes un tout petit peu le risque de blessure, alors sur l'aponévrosite plantaire, tendinopathie d'Achille, éventuellement les périostites et le syndrome fémoro-patellaire. Le petit risque, je crois, de mémoire, on est entre 2, 3, 4% de chance de plus ou de risque de plus de faire ces pathologies-là. Donc, ça existe, mais est-ce que 2 ou 4%, c'est vraiment une valeur dont on doit se préoccuper ou pas du tout? Et je pense qu'on peut se dire, allez, on s'occupe pas trop de ça et puis c'est pas grave. Il y avait un grand magasin de running généraliste, enfin de sport généraliste, qui avait fait une campagne de pub il y a pas longtemps en disant nous on est spécialiste de la course à pied, on saura si vous êtes pronateur ou supinateur. Ils avaient fait ça un petit peu avant le Covid, là c'était fin des années 2010 et je me suis dit mais putain vous êtes encore à essayer de gonfler la tête des gens avec ce genre de truc. Euh, il y a eu des travaux, ils ont pris beaucoup de gens, des études par exemple sur des militaires américains, ils ont pris 7000 militaires, ils ont pris des gens qui spontanément étaient pieds nus, pronateurs, neutres, supinateurs, ils leur ont mis des chaussures qui étaient censées contrer le truc. Alors, ils ont dit, est-ce que si la chaussure contre le truc, est-ce qu'on est moins blessé? Bah non, on n'est pas moins blessé. Ils se sont même rendus compte en changeant, en disant quelqu'un qui est pronateur, on lui met une chaussure pour supinateur. Tu vois, en inverse, on est un peu salaud, on lui met des trucs compliqués. Et en fait, ben, peu importe la chaussure que tu mets sur le pied que tu as, ça change pas ton risque de blessure. En tout cas, c'est pas significatif. Donc, on pourra en déduire finalement que bah, la meilleure chaussure pour toi, en tout cas en termes de risque de blessure, c'est une chaussure où tu es confortable sur la pronation. Si tu es confortable, c'est bien. Si t'es pas confortable, bah, c'est que bah, prends une autre chaussure. Si t'es déjà pas confortable dans le magasin de running, il y a des chances pour que tu sois encore moins confortable au bout de 10, 20, 30 bornes ou d'une séance de fractionné qui va un peu vite, quoi. Ça rejoint un peu c'est une question, ça rejoint un peu le débat qu'on avait sur les semelles la dernière fois en me disant, bon, bah, voilà, c'est la semelle qui va peut-être t'aider à ça ou contrer Ouais. ça. Ça change pas forcément le Si match, ton quoi. pied il a envie d'aller dans une direction, il va aller dans cette direction et la semelle ou la chaussure, bah elles vont rester en place. Puis ton pied il va ripper au-dessus à l'intérieur de la chaussure. Il fera un peu ce qu'il veut. À moins de verrouiller vraiment, strapper, bloquer le pied peut-être dans tous les sens, mais en fait ça fonctionne pas plus que ça, quoi. Et est-ce que en vieillissant, on a les jambes qui tournent comme ça, qui partent comme ça? On a l'impression bah, c'est peut-être une idée que je me fais complète, mais que les gens qui ont beaucoup couru, ils marchent un peu comme des cow-boys avec les jambes toutes raides. Mais c'est un film que je me fais? Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, est-ce que c'est très significatif ou pas? Je sais pas. Euh, Est-ce qu'ils se sentent pas un peu irrités la peau à l'intérieur des cuisses puis qu'ils essaient de compenser le truc? J'en sais rien. Mais bon, avec le vieillissement, tu vas peut-être avoir ton arche interne qui peut s'effondrer un peu. Mais en vrai, quelqu'un qui continue à avoir une pratique sportive, normalement, il devrait pas trop évoluer. Et s'il arrive à rester souple et fort, ça doit pas beaucoup changer normalement. On me dit, c'est pareil, ça fait partie des questions que moi je me pose. Est-ce que la foulée sur tapis, elle est différente de la foulée sur le sol? Alors ça a été, on a longtemps eu cet a priori avec plein d'idées reçues du genre la bande emmène tes jambes, etc. Et puis en fait, ça a été étudié par des équipes belges et néerlandaises, il me semble, un peu récemment. Ils ont fait un super travail là-dessus. Ils nous ont montré que, ouais, pour la faire très courte, tu cours pareil sur un tapis que tu cours en extérieur. Alors, des petites variations, tu as une micro-variation sur ta cadence de foulée, tu as une micro-variation sur l'amplitude du genou quand tu es en phase d'appui. Est-ce que ton genou, il plie un peu plus, un peu moins? Mais on parle de trucs qui font moins de 3-4% d'écart, encore une fois, donc c'est pas du tout significatif. Donc là-dessus, si ton tapis est bien rigide, c'est aussi une condition, si ton tapis est plutôt bien rigide, normalement tu dois courir comme en extérieur, si ta vitesse est inférieure à 16 km/h sur le tapis. Si tu vas au-delà, tu peux avoir des différences. Encore faut-il être capable de tenir plus de 16 km/h sur le tapis, ce qui là, encore une fois, est pas forcément donné à tout le monde. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'à partir d'une certaine vitesse, tu avais intérêt à te mettre de la pente, enfin une toute petite pente, pour simuler la résistance du vent, Ouais, pour t'entraîner dans les mêmes conditions que moi j'ai entendu 14-15 moi. ouais. Alors, il y a des gens qui disent que dès le début, il faudrait mettre un petit peu cette petite pente. Bah, c'est vrai qu'au début, on s'est dit comment on peut simuler cette résistance de l'air.
Soit tu prends un sèche-cheveux, mais bon, du coup, les gens se plaignaient un peu, il faisait chaud et c'était pas très très agréable quand tu cours. On peut essayer de mettre des élastiques, des poids, mais ça marchait pas très très bien non plus. C'était pas très très agréable. Comme quoi, des fois, quand on cherche en labo, hein, il y a des trucs un peu loufoques qui sortent. Ils se sont rendus compte que oui, si tu mets un petit pourcent de pente sur ton tapis, ça changera pas ta façon de courir, mais tu auras la dépense énergétique qui est équivalente à la résistance de l'air. Donc ça, c'est une idée. Et puis bon, a priori, plus récemment, il semblerait qu'il y ait eu des études qui commencent à dire oui, mais en fait, est-ce que vraiment ça marche bien? Est-ce que c'est si significatif que ça? Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Bon, aujourd'hui, à la limite, on peut mettre un petit pourcent, on voit si ça améliore, et puis si ça, si ça le fait pas, à la limite, ça me paraît pas très très grave, en vrai. Tu sens bien, hein, quand tu mets même 1%, tu le sens bien bien que c'est plus dur, quoi. Hein. Il y a quand même un petit truc. Donc, est-ce que en vrai, on a cette même résistance quand on court en extérieur et qu'on s'en rend pas compte? Ça, c'est une question auquel j'ai pas forcément la réponse. Eh ben, Ouais, écoute, Jean-Cyril, en tout cas, merci pour cet épisode, encore très sympa. On se retrouve la semaine prochaine. Je crois que tu as le programme sous les yeux, qu'on avait dit qu'on parlerait de quoi? de la santé, est-ce que c'est bien de courir? Est-ce que c'est... Oh oui, là, on a des trucs super intéressants à dire. Là, ça y est, j'ai tout de suite plein de trucs qui me popent en tête, là, en disant parle de ça, parle de ça. Bah écoute, on se revoit semaine prochaine, prochain épisode. Même vêtements. On verra, ça nous arrive de nous changer. Ou alors, pour feinter les gens, c'est peut-être juste qu'on enregistre plusieurs épisodes l'un après l'autre. À vous de voir, vous verrez, fonction de l'odeur que vous n'avez pas sur vos écrans.